Il pensait que mes week-ends tranquilles signifiaient que je perdais la mémoire. Il ne réalisait pas que j'étais simplement occupé à signer des documents. Permettez-moi de planter le décor. Mon frère aîné, Richard, et ma sœur cadette, Elena, ont toujours considéré ma richesse comme leur héritage personnel. Richard est un promoteur immobilier dont les projets saignent constamment de l'argent. Elena est une mondaine dont le mode de vie est entièrement financé par des cartes de crédit au maximum. Moi, j'ai construit une entreprise nationale de logistique et de fret à partir d'un seul vieux camion. J'ai 62 ans, je me suis fait tout seul, et je vaux plus qu'ils ne pourraient dépenser en 3 vies. Mais pour eux, parce que je suis divorcé et sans enfant, je ne suis que le vieux frère grincheux et déclinant dont l'Empire a le droit d'hériter. Pendant des années, ils ont fait des allusions subtiles sur mon âge. Ils plaisantaient sur ma mémoire. J'ai ignoré. Mais la dynamique a changé lorsque le dernier développement de Richard a commencé à échouer et que les dettes d'Elena l'ont rattrapé. Ils avaient besoin d'argent. Mon argent. Le point de rupture se produit lors d'un dîner dominical chez moi. Richard avait beaucoup bu. Il se plaignait de ses créanciers. Puis, il a regardé Elena de l'autre côté de la table et a ricané. « Nous devons vraiment demander la mise sous tutelle la semaine prochaine », a dit Richard d'une voix désinvolte. Il se détériore. Hier, il ne se souvenait plus où il avait mis ses clés de voiture. Si nous n'obtenons pas la procuration, il va tout dilapider. Honnêtement, il fonctionne à peine. Je n'avais pas oublié mes clés. Je les avais données à mon voiturier. Mais je suis resté silencieux. Elena a littéralement gloussé. Elle a sorti un dossier manille de son sac à main de créateur. J'ai déjà les formulaires médicaux prêts. J'ai juste besoin que tu falsifies sa signature sur l'évaluation cognitive, et le docteur Evans signera le reste pour les $5 000 que nous lui avons promis. À cet instant précis, l'illusion de la famille s'est brisée. Il n'était pas juste cupide. Il complotait activement pour commettre une fraude médicale et légale afin de voler le travail de ma vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon verre de vin. Je n'ai pas eu la réaction émotionnelle qu'il désespérait utiliser comme preuve de mon instabilité. Au lieu de cela, je les ai simplement regardés. J'ai dit « Tu as raison, Richard. J'ai été négligent. Il est temps que je prenne du recul. » Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'ai attrapé mon sac de survie d'urgence pré-préparé. J'ai laissé les clés de ma maison sur le bureau en acajou, juste à côté d'une copie imprimée de mon testament mis à jour. Je suis sorti par la porte de derrière, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel de luxe en centre-ville. Une fois dans ma suite, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai bloqué Richard. J'ai bloqué Elena. J'ai bloqué leur conjoint. Ensuite, j'ai appelé Victoria, ma redoutable avocate en succession. Exécuté la phase finale, lui ai-je dit. Déplacé tout. Au cours des 3 derniers mois, Victoria et moi avions discrètement construit une fiducie irrévocable et aveugle en béton armé. J'y avais transféré l'intégralité de mon portefeuille d'investissement, les actes de mes propriétés commerciales et les actions de contrôle de mon entreprise de logistique. La fiducie était gérée par un fiduciaire d'entreprise indépendant. Je conservais une allocation mensuelle confortable dans un compte chèque personnel séparé, mais les millions sur lesquels ils bavaient étaient légalement intouchables. Même par moi. Et certainement pas par eux. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Comme ils étaient bloqués, ils ont dû utiliser d'autres méthodes. D'abord, le mari d'Elena s'est présenté chez moi avec un serrurier et une copie des formulaires médicaux. Mon gestionnaire immobilier, qui avait reçu l'ordre de changer les serrures à 6 heures du matin, les a rencontrés à la porte et les a poliment informés que le fait de s'introduire par effraction entraînerait une arrestation immédiate. Ensuite, Richard s'est rendu dans ma banque principale pour geler mes comptes en vertu de la tutelle imminente. Le directeur de l'agence lui a ri au nez et l'a informé que mes comptes n'existaient plus. Les fonds appartenaient à une entité morale et la banque avait l'interdiction légale d'en discuter. Mais la vraie justice, l'échec et mal stratégique, c'est arrivé 3 jours plus tard. L'entreprise immobilière défaillante de Richard était à quelques jours de la conclusion d'un énorme accord de zonage commercial de $40 millions. Pour garantir le financement, ces prêteurs exigeaient un contrat de fret et de logistique garanti pour le site. Mon entreprise était la seule dans l'État capable de le gérer. Richard avait déjà dit à ses investisseurs qu'une fois que je serais déclaré inapte, il utiliserait sa procuration pour forcer mon entreprise à signer le contrat à une perte massive pour subventionner son projet. Jeudi, le bailleur de fonds de Richard appelait ma ligne directe. « Bonjour, ici Marcus d'Apex Capital. Nous finalisons la garantie logistique pour le projet Centre-Ville de Richard. Pouvons-nous obtenir la lettre d'engagement signée ?» J'ai regardé mon calendrier. J'ai pris une lente gorgée de mon café. En fait,
Marcus, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Mon conseil d'administration a officiellement rompu tous les liens avec l'entreprise de développement de Richard en raison d'une violation de l'obligation de loyauté. Nous ne signerons pas la garantie. Sans mon contrat de logistique, le financement de Richard s'est effondré instantanément. Les prêteurs se sont retirés. Son entreprise a été immédiatement mise en faillite, parce que son petit frère inapte n'était pas là pour signer les actifs de l'entreprise afin de le sauver. Une semaine plus tard, je sortais du siège de mon entreprise. Elena m'attendait dans le hall. Elle avait l'air terrible. Pas de vêtements de créateur, pas de maquillage parfait. Elle sanglotait. Elle a supplié. Elle a dit que Richard était ruiné, qu'elle faisait face à une saisie immobilière, qu'ils avaient juste peur pour l'avenir, qu'ils ne voulaient pas me faire de mal. Elle a dit qu'il m'aimait et voulait juste protéger l'héritage familial. J'ai regardé la sœur que j'avais passé ma vie entière à essayer de subvenir aux besoins. Je n'étais plus en colère. Je ne ressentais plus rien du tout. J'ai dit, « Elena, vous n'avez pas juste essayé de voler mon argent. Vous avez essayé de voler mon esprit. Et quand il a fallu choisir entre ma dignité et votre cupidité, vous avez choisi le kit de falsification dans votre sac. Je m'assure simplement que l'héritage familial soit exactement ce que vous vouliez qu'il soit, entièrement votre responsabilité. » Je suis passé devant elle, j'ai franchi les portes en verre et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Cela fait 6 mois maintenant. J'ai vendu mon entreprise de logistique à un transporteur national pour une somme très confortable à 8 chiffres, le tout géré de manière transparente par la fiducie. J'ai acheté un magnifique domaine sur la côte. J'ai appris par la rumeur que Richard travaille comme chef de site junior pour une entreprise rivale pour rembourser ses dettes personnelles et qu'Elena vit dans un appartement modeste, travaillant dans un magasin de détail pour payer ses cartes de crédit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Parfois, il s'agit simplement de signer tranquillement un document de fiducie, de laisser les clés sur le bureau et de laisser le système juridique leur apprendre la vraie valeur de ce qu'ils ont essayé de voler.